décentralisation et affaires coutumières et les députés nationaux du Nord Kivu ce lundi 1er juillet. Les élus de cette province ont proposé des solutions au VPM afin de récupérer les localités occupées par le M23. Et puis en Afrique, l'industrie manufacturière représente 10% du PIB continental. Le continent pourrait accroître sa production manufacturière de 322 milliards de dollars d'ici 2025 selon les prévisions. C'était un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, la situation sécuritaire qui sévit dans la province du Nord Kivu a été au cœur de la rencontre entre le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et les caucus des députés issus de cette province. La rencontre a eu lieu ce lundi 1er juillet à Kinshasa. Ces députés ont proposé des solutions au VPM Jacquemin Chabani en vue de reprendre les contrôles des localités occupées par le M23 téléguidées par le Rwanda. Je vous propose de suivre les députés nationaux Jacques Safari Nganizi. Honorable Safari Nganizi, Jacques, député national et président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Nous venons d'avoir une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, et cela fait suite à plusieurs audiences que nous avons eues, notamment avec le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense et le président de l'Assemblée nationale autour de la question sécuritaire du Nord Kivu. Nous avons présenté toute la situation qui se passe au Nord Kivu, notamment la situation de l'agression au Nord Kivu. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda. Nous avons été plus explicites par rapport à la situation des localités qui sont tombées entre les mains de l'armée rwandaise. Nous avons fait des propositions par rapport à cette situation, comment on peut récupérer les localités que nous avons perdues. Et nous avons demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'amener toutes nos propositions auprès du président de la République que nous pourrons également rencontrer incessamment. Parlons toujours sécurité au Nord Kivu. Outre la cité de Sake, les combats entre les rebelles du été joint par Patrick Ilunga. Suivez. C'est une grande agglomération de plus ou moins 2 millions d'âmes. Bon, ça peut être 1 million, mais c'est pas moins d'1 million. Et toutes les ethnies se retrouvent là-bas. Ça, c'est Kanyabayonga. Kanyabayonga surplombe le parc national de Virunga, notamment la station Rwindi. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda pense que les Kivu dont il revendique une partie se limite à la Rwindi, donc à Kanyabayonga. Parce que à l'époque de la rébellion du RCD, le Rwanda occupait Goma jusqu'à la Rwindi et l'Ouganda occupait Kanyabayonga jusqu'à Kassini. Donc vous voyez que le Rwanda et l'Ouganda, dans leur tentative de balkaniser le pays, chacun pense que l'un doit s'arrêter à Kanyabayonga et l'autre doit commencer à Kanyabayonga jusqu'à Beni. Mais pour les FARDC qui ont fait un repli stratégique sur les collines, parce que Kanyabayonga est sur les collines, perdre Kanyabayonga signifie simplement que l'armée congolaise va reculer. Et en reculant, l'appétit vient en mangeant, les Rwandais vont continuer à avancer jusqu'à Lubero, jusqu'à Butembo, jusqu'à Beni. Kanyabayonga, géographiquement, est la limite du territoire de Rutshuru et du territoire de Lubero. Donc, à Kanyabayonga, cette cité n'est pas simplement disputée par le Rwanda. Même l'Église catholique
ethnique est en conflit. Parce que dans Kanyabayonga, il y a deux diocèses. Il y a les diocèses de Goma et les diocèses de Butembo-Beni, où les deux évêques, jusqu'à un passé récent, s'est disputé le Kanyabayonga. Donc c'est une agglomération stratégique. Il y a plus ou moins 2 millions d'âmes dans Kanyabayonga. C'est une grande cité. Dans ce journal, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a procédé ce lundi 1er juillet à la clôture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au cours d'une plénière organisée dans cet organe délibérant, il a rassuré la volonté ferme de l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'organiser dans le tout prochain jour une session extraordinaire afin d'installer les membres de l'exécutif provincial. Il a aussi interpellé ses nouveaux membres sur les défis qui les attendent, notamment la lutte contre le coulage des recettes publiques, la lutte contre l'insalubrité ainsi que la lutte contre le phénomène Kuluna. Et puis le 30 juin, les Congolais d'ici et d'ailleurs ont célébré les 64 ans d'indépendance de leur pays, la RDC. À Nice, dans le sud de la France, la diaspora congolaise a, hormis la célébration, médité sur les défis qui se posent au pays. Domomat sur les images de Patrick Mangala. À 933 km de Paris, dans le sud de la France, la diaspora congolaise s'est réunie dans l'enceinte de l'église Saint-Michel de Nice pour célébrer l'indépendance de la RDC et la fierté retrouvée d'être congolais. Moi j'ai grandi ici en France, mais je fais quand même des allers-retours au Congo et je sens quand même cette fierté aujourd'hui qui reprend chez les Congolais et qu'on avait perdu. Pour certains, cette célébration représentait également un hommage à la résilience du peuple congolais. Un des Congolais a profité de l'occasion pour encourager ses compatriotes à repenser les systèmes politiques du pays en vue d'atteindre une indépendance totale. Moi je dis qu'on est indépendant, même si socialement on ne se sent pas tout à fait indépendant parce que non, on doit refuser les interventions des pays extérieurs. Nous sommes Congolais, nous devons gouverner notre pays selon nos us et coutumes. Peu importe les critiques des autres, on va essayer d'être indépendant économiquement, socialement, culturellement, scientifiquement d'ailleurs. On a des bonnes personnes qui sont bien placées au niveau technique. Mais qu'est-ce qui nous manque? Vraiment, qu'est-ce qui nous manque? La soirée, initialement prévue festive, s'est transformée en une soirée de réflexion suite à l'aggravation de la situation de guerre dans l'est du pays, la précarité des conditions de vie des femmes dans les zones contrôlées par les rebelles du M23 et la grande pauvreté touchant de nombreux Congolais en général. On aurait peut-être un peu fêté l'anniversaire parce qu'on voyait la progression de l'armée à l'est de ce qui se passe là-bas. On voyait la progression. Mais les événements du 28 et d'aujourd'hui nous montre que plutôt c'est les rebelles, les agresseurs du M23 et le Rwanda qui progressent maintenant dans le pays. Donc c'est encore un peu triste. Donc on devait fêter, mais malheureusement on est retombé dans la tristesse et voilà. Toutes les femmes qui sont violées à l'est du pays, je les souhaite vraiment beaucoup de courage. Malgré de loin, nous sommes toujours derrière eux. La contribution de la diaspora congolaise à l'économie nationale a toujours été reconnue. Cependant, son implication en politique est de plus en plus remise en question. Certains ont échoué à gérer différemment le pays après avoir occupé des postes importants au cours des 5 dernières années. Quelle place occupe la femme congolaise comme écrivaine dans la littérature congolaise? C'est la question principale à laquelle Domomat et Stanisamba ont tenté de répondre dans ce dossier du jour. Suivez. Les femmes écrivaines, on en connaît à peine. Pourtant, l'histoire de la littérature congolaise a été marquée par certaines d'entre elles bien avant même l'indépendance. Dans les années 35, en 1935, nous avons pu avoir les écrits de Mme Marianne, qui a écrit sur son pays, qui a écrit sur son enfance, sur sa contrée. Mais il faut reconnaître que l'éclosion des écrivaines est intervenue vers les années 70. De nombreux obstacles depuis la nuit des temps empêchent à la plume féminine congolaise d'atteindre la renommée qu'elle mérite. Nous appartenons à une société très patriarcale. La difficulté, comme je l'avais dit, c'est d'abord l'édition. Tout ce qui entoure l'édition. L'édition, ce n'est pas que sortir un livre de l'imprimerie, c'est aussi toute l'industrie qu'il y a autour.
le marketing, la publicité et tout ça, il faut des moyens. Au sein de la population, il y a aussi un problème d'intérêt. Parce qu'en général, notre société, c'est vrai, les personnes lisent. On ne peut pas dire que les gens ne lisent pas. Les personnes lisent, mais ils lisent très peu ou ils lisent de manière très sélective. C'est à la lecture. C'est un problème très crucial. Pour susciter notre curiosité à nous intéresser aux écrivaines congolaises, Laetitia Lakoubou, écrivaine comme elle, nous en cite quelques-unes avec leur singularité, chacune. Je vais commencer par Madame Elisabeth Moya, qui depuis les années 70, elle écrit, elle est toujours, la plume est toujours féconde. Sa particularité à elle, c'est de dire la vie de la société, la vie qu'elle voit en tant que mère, en tant que grande-mère, en tant que fille, en tant que femme. Marie-Eugénie Pongo, qui est une poétesse, elle est très révolutionnaire. C'est Madame Yolande Lébé, qui est une poétesse très vivace avec ses poèmes. Avec une femme, elle-même poétesse, à la tête du ministère de l'Éducation, espérons que tout le monde, en particulier les femmes, bénéficieront des mesures pour exceller dans l'art d'écrire et de se faire lire. Présent avec la construction des nouvelles unités de traitement d'eau et l'agrandissement d'autres, le taux de la desserte en eau en République démocratique du Congo est passé en mars 2024 de 30 à 36% en l'espace d'une année, a appris Géopolis Télévision des sources administratives. En dépit de cette hausse, certains habitants des grandes villes minières du pays n'ont pas accès à l'eau potable, avec comme corollaire la recrudescence des maladies d'origine hydrique. C'est les cas notamment de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Les miniers semblent avoir trouvé une solution à cette épineuse équation lors de la dernière édition de DRC Mining Week. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Le taux de la desserte en eau en République démocratique du Congo est passé en mars 2024 de 30 à 36%. En l'espace d'une année, a appris Géopolis Télévision des sources administratives. En dépit de cette hausse du taux de production dans les 102 stations de traitement d'eau fonctionnant sur l'ensemble de la République, dont dispose la régie de distribution d'eau Régie des eaux, butée à plusieurs difficultés, parmi lesquelles l'insolvabilité de l'État, l'instabilité en énergie électrique, malgré l'optation sur fonds propres des groupes électrogènes. Certains habitants des grandes villes du pays n'ont pas accès à l'eau potable, avec comme corollaire la recrudescence des maladies d'origine hydrique. C'est le cas notamment des Kolwezi, coffre-fort des matières premières de la RDC. Si la présence en grande quantité du cobalt sur son sol a fait de cette ville une capitale mondiale de ces minéraux stratégiques, l'absence ou la carence en eau potable a fait d'elle un désert. À DRC Mining Week, les participants ont parlé longuement des métaux stratégiques, de la fiscalité, du climat des affaires, de la transition énergétique et du déficit énergétique. Presque de tout, sauf d'une ressource dont on parle rarement. Il s'agit de l'eau, des carrières jetées dans la nature pendant que la population en manque. Des minéraux stratégiques, nous parlons de la transition verte, mais il y a une ressource dont nous ne parlons pas assez, c'est l'eau. L'eau qui provient de l'exode des carrières que nous rejetons dans la nature. Tout autour d'une ville comme Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, nous avons des gros problèmes d'eau au robinet. Comment peut-on connecter cette eau brute que nous ferons dans le sol avec la régie des eaux pour la traiter et la redistribuer? Ça reste une ressource qui n'est pas intarissable. Donc dans un plan de développement durable, on devrait aussi insérer la gestion responsable de l'eau. Merci. Dans la province de Lualaba. À un cri répond un autre cri, dit-on. Dans la province de Lualaba, vous vous rendez compte qu'à côté de ces grandes sociétés minières qui font de la richesse, vous avez encore des personnes qui ont des bidons jaunes qui attendent pour aller chercher de l'eau. C'est un vrai problème qui se pose. Nous avons eu une discussion dernièrement avec le directeur général de la Régie des eaux sur le cas des Kolwezi justement. Nous allons réunir nos partenaires pour voir comment nous allons trouver des solutions ensemble pour éradiquer ces problèmes d'eau qui manquent dans la ville de Kolwezi. On ne peut pas payer des milliards dans un bureau et avoir la pauvreté devant sa porte.
La responsabilité de servir l'eau revient à l'État. La Régie des eaux étant une société commerciale, ne gère que les actifs mis à sa disposition par le gouvernement de la République pour la desserte en eau potable à travers les pays, qu'on se le dise. Vous venez de suivre la voix de Dieu Donné Boinali vous venez là de suivre la voix de Dieu Donné Boinali qui est intervenant dans ce journal et il est présent sur ce plateau. Bonsoir Dieu Donné Boinali. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors vous revenez de la ville de Lubumbashi, on vient là de suivre un élément justement qui a parlé un peu d'un sujet qui a été abordé lors du DRC Mining. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qu'a été cette 19e édition de DRC Mining? Bon, pour la petite histoire, DRC Mining Week, c'est tout simplement en français la semaine minière de la République démocratique du Congo. Depuis sa création en 2005, nous sommes arrivés à la 19e édition qui s'est tenue du mercredi 12 juin au vendredi 14 juin 2024 à Lubumbashi, plus précisément au complexe hôtelier Caravia. Et pour cette année, le thème c'était de donner la priorité aux opérations minières durables et à la transformation locale en République démocratique du Congo. Cet événement a connu un success story d'Amani Mujinga. Et déjà, nous vous invitons à participer à la 20e édition qui aura lieu l'année prochaine, en 2025, toujours dans la même ville. Mais il faut noter que pendant 3 jours, Lubumbashi, qui est le chef-lieu de la province Kipifred au Katanga, Lubumbashi, la deuxième ville du pays, Lubumbashi, comme poumon économique de la République démocratique du Congo, a été pendant 3 jours la capitale mondiale des matières premières. Et il y a eu au total 8 panels. Okay. Tous les participants, les experts, les opérateurs miniers, il y a eu des panels des DG, les membres de la société civile, il y a aussi les médias que nous sommes. Nous tous, même les autorités de la ville haute, ont pris part à ces assises. Il y a eu l'absence remarquable des autorités du gouvernement central et de certains acteurs intéressés par le secteur minier. Mais qu'est-ce qui justifie justement cette absence des autorités? C'est ce qui a justifié même l'ouverture et la clôture ont été effectuées par le gouverneur des provinces du Haut-Katanga, Jacques Kabula. Bon, c'est la période du 12 au 14 juin 2024. Pendant cette période-là, il y avait des moments de turbulence politique. Certains membres du gouvernement étaient en train de faire des cérémonies de remise et reprise, ce qui a empêché les sortants à être présents à ces assises et aux nouveaux, les membres du gouvernement entrants, juridiquement qui ne peuvent pas encore poser des actes. Ils ne pouvaient pas se déplacer pour la capitale qui peut faire. Mais un pays fonctionne à travers l'administration. On aurait souhaité au moins voir le secrétaire général aux mines, la cheville ouvrière de l'administration des mines, représenter ne fût-ce que le ministre des tutelles. Mais tel n'a pas été le cas. Heureusement, nous sommes dans un système de décentralisation. Le gouverneur des provinces, Jacques Kabula, comme c'est sa province qui était la province haute, a pris ces problèmes-là à bras le corps. Il a procédé lui-même et à la fois à l'ouverture et à la clôture de ces assises de 3 jours. Et parmi
introduire, toutes les assises. avant que de ce vous soit, introduire, voilà. on a suivi justement cet élément où vous avez parlé de cette problématique-là d'eau dans les différentes villes minières. Voilà. Quand vous allez à Indaba, vous allez à DRC Mining Week, même dans des ateliers, et les forums sur le cobalt, vous allez constater que les miniers focalisent leur attention sur l'électricité. C'est le moteur de l'économie, c'est l'électricité qui permet à l'industrie minière de tourner en plein régime, mais aux côtés de l'électricité, il y a de l'eau. On parle de tout sauf de l'eau. Surtout de l'eau de l'exor, qui sort de leurs mines quand ils font des travaux de forage. L'eau là est semi-pure. Maintenant, il y a un des participants qui s'appelle Michel Santos. Il est en charge du développement social de MMG Kinsevere, qui est dans l'exploitation du cuivre et du cobalt. Il a posé cette question au directeur général de la GECAMINE, M. Placide Nkala, pour lui demander, mais pourquoi nous les minières, nous ne nous organisons pas pour aider l'État, parce que la régie des eaux ne peut pas tout faire. Okay. On a déjà libéralisé le secteur énergétique, que ce soit pour l'électricité et l'eau. On ne peut pas laisser seule la régie des eaux cette tâche d'améliorer la desserte en eau pour la donner à la population et surtout à l'industrie. Les miniers ont promis de se solidariser, de mettre en place une structure pour essayer de voir comment ils peuvent récupérer cette eau tirée de l'exor ou bien des forages, de les drilling, et puis de les canaliser vers les réseaux de la régie des eaux et les donner à la population. On ne peut pas comprendre qu'autour de ces mines, les grandes mines de Ivanhoe, de Tekefungurume Mining, de la GECAMINE, de MMG Kinsevere, pour ne citer que ces entreprises, ces mines sont situées dans les grandes villes minières du pays. Nous avons cité Lubumbashi, considérée comme la capitale qui préfère. Vous avez Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. Vous avez aussi Likasi, la ville montagneuse, qui est aussi riche en cuivre. Mais quand vous allez dans toutes ces trois villes-là, vous allez constater qu'il se pose un problème sérieux de la desserte en eau. L'eau qui est consommée par la majorité de la population est impropre à la consommation. Il y a seulement une infime partie de la population qui consomme de l'eau potable. Et cette eau-là provient en grande partie des forages. Voilà. Ce n'est pas l'eau de la régie des eaux qui est traitée dans les usines installées à travers la République. Il y en a au moins plus de 130 stations. Je les ai comptées. Beaucoup connaissent des problèmes de fonctionnement. Il n'y a pas d'intrant. Soit c'est la régie des eaux qui vous dit non, l'État me doit beaucoup d'argent, qui ne paye pas, qui n'arrive pas à honorer. C'est soit la régie des eaux qui vous dit non, je n'ai pas d'intrant pour produire de l'eau. C'est pour produire de l'eau, il faut du chlore et d'autres matières premières. Voilà, merci beaucoup Dieudonné Boinali pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie. Ce sujet a été très intéressant et nous les participants, nous avons même souhaité que lors de la prochaine DRC Mining, qu'on puisse inscrire des thématiques sur l'eau. On ne peut pas, lors d'un panel sur l'énergie, qu'on reste focus rien que sur l'électricité. Je pense que l'eau et l'électricité vont de pair. On ne peut pas donner l'un sans donner l'autre. Voilà. Pour le développement même de notre industrie, pour lutter même contre les maladies d'origine hydrique, l'État congolais, même les miniers, ont la responsabilité de donner l'eau à la population riveraine. Voilà, merci beaucoup Dieudonné Boinali. On va poursuivre avec l'actualité. L'école moderne complexe scolaire Humanité vient de clôturer avec faste sa première année scolaire ce samedi 29 juin lors d'une cérémonie qui a tenu toutes ses promesses, située dans un coin périphérique de Kinshasa, précisément à Bois-Dimassi, au quartier Ngombaki-Koussa, dans la commune de Ngaliema. Cette institution d'enseignement primaire est l'œuvre de la Fondation Humanité qui depuis un certain temps s'est engagée dans l'éducation. Fiston Oleko et Giscard Tamba pour le reportage.
Arche de ballons multicolores érigée à l'entrée, l'extraordinaire se passe dans l'enceinte du complexe scolaire Humanité. Cette cérémonie de clôture de la première année scolaire a eu le mérite de rassembler les élèves, les parents, le corps enseignant et administratif, mais aussi le leadership de la Fondation Humanité, l'initiatrice du projet. Danse, poèmes, conversations en anglais et en français, l'école étant bilingue, ont marqué les esprits dans ce sens où les prestations des élèves ont fait montre de la qualité des enseignements qu'ils ont reçus tout au long de l'année. Une fierté pour les parents. En tout cas, c'est un sentiment de grande satisfaction de voir une école pour la première fois être implantée et réaliser une telle organisation. Et on a vu tout au long de l'année, dans la formation des enfants, beaucoup d'innovations et ça nous a vraiment captivés. Pour d'autres parents, surtout les parents qui habitent les quartiers Ipen, Ngomba Kikusa, en tout cas, je vous invite à venir inscrire les enfants ici dans ces beaux cadres. Vous ne serez pas déçus. L'école Humanité veille sur la qualité des enseignements et de l'enseignant et tient à inculquer à ses élèves des valeurs scientifiques, morales et religieuses. Le président du conseil d'administration de la Fondation Humanité, Lems Kamonia, a fait aussi part de sa satisfaction de voir que ce projet a donné enfin ses fruits. Pour moi, c'est l'événement le plus important parce que c'est le premier pas qui a toujours été le plus rassurant. C'est comme dans un couple, comme je l'ai dit, quand vous vous mariez, vous attendez la naissance du premier bébé. Mais quand il est né, vous vous demandez est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va survivre. Et vous êtes anxieux de souffler sur sa première bougie. Et c'est un événement grandiose qui montre que effectivement on a pris la route et on est sur une bonne route. Pour moi, c'est vraiment un événement très important et je suis l'homme le plus fier. Cette école moderne se trouve à Boadi, dans le quartier Ngomba Kikusa, dans la commune de Ngalima à Kinshasa. Un choix qui n'a rien de hasard. Ce coin, c'est un quartier périphérique, enclavé, difficilement accessible et où on ne trouve pas des écoles de qualité. Les parents doivent aller plus loin pour chercher des bonnes écoles. C'est ainsi que dans la Fondation, on a estimé que les enfants qui vivent dans ces coins ont aussi droit d'accéder à une éducation de qualité. Pour l'année scolaire 2023-2024, l'école Humanité n'a organisé que les maternelles et primaires. Dès l'année 2024-2025, il s'y ajoutera les classes de 7e et 8e pour l'éducation des bases. Les inscriptions sont déjà lancées. Après, viendront les classes pour les humanités complètes les années à venir. La vente des véhicules d'occasion sur le marché de Kinshasa en RDC a accusé une baisse passant de 4 véhicules par jour à 2 ou 1 véhicule. Géopolis est allé à la rencontre d'un vendeur des véhicules d'occasion de la commune de la Gombe. Il a signifié que ces véhicules d'occasion qui proviennent de Dubaï et de l'Europe sont vendus sans aucune garantie. C'est un reportage de Francine Moukeba et de Eneka Bamba. Les boulevards Triomphal, les boulevards Sindoué et les points Sayo sont des points stratégiques pour la vente des véhicules d'occasion à Kinshasa. Ces véhicules sont importés d'occasion d'Europe, Dubaï, mais aussi revendus entre les Kinois eux-mêmes. Un business florissant avant qui occupe beaucoup de personnes dans la capitale congolaise. Malheureusement, ce business n'est plus rentable. Pour la vente, c'est kilo. Kilo penza kilo tozoteka penate tozaka boye tozotanda kutozoya tozaka boye itinda koye vente pena ndenge ezalaka eza lisusu te tokoyeba te mais ndenge toyebelaka liboso vente ezalaki mwa mingi na journée bokoteka ata 5-6 véhicules ekei ata boteki 5-6 te ata 3-2 ekei mais comment même sous par semaine. Na semaine moi boteki mutuka moko mituka mibale na semaine vente eza su mingi te peut-être ndenge ezala kozala liboso mingi okoyoka neti bafournisseur bafournisaka babiloko na bagouvernement wana mingi bayaka basombaka bamituka baministre mpe ya kala bazalaki bazosomba na bango na oyo ya lelo baministre ya lelo mingi bazokende na poto mingi ma ministre lelo mingi bazokende kosala makambo na bango na bapoto eza bandaku ezala kosomba mituka basombaka na poto mais liboso na ba ministre na bakonzi mingi baza kosomba awa. Il a signifié que ces véhicules d'occasion qui proviennent de Dubaï et de l'Europe sont vendus sans aucune garantie.
Les commerçants les achètent à partir de l'étranger pour revendre tout en recommandant l'accompagnement d'un mécanicien pour une expertise avant tout achat. Mituka oyo toza nango awa neti oyo Dubai uti Dubai oyo pe Dubai owana kuna Canada mituka uti ba place ebele misusu aux États-Unis misusu Canada misusu Dubai Japon Corée nyonso soki mutuka uti poto eza 00 km eza esika peut-être wani koza na ba garantie nango. Mais mutuka o mutasa tambola nango kuna ya tambola alembi atekele africain moko africain sombi afuti ba douane na ye ikomi apa afuti douane ebimi aya atekeli biso. En effet, la vente des véhicules d'occasion est un commerce de plus en plus exercé dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa qui se sont multipliés ces derniers temps à travers la capitale congolaise. Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal avec cette page internationale. C'était dit en titre, en Afrique, développement économique et nouveaux modèles d'industrialisation sont liés selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'industrie manufacturière représente 10% du PIB continental, révèle des chiffres officiels. L'Afrique pourrait accroître sa production manufacturière de 322 milliards de dollars d'ici 2025 en répondant à la demande intérieure croissante. C'est un reportage de nos confrères d'Afrique 24. En Afrique, développement économique et nouveaux modèles d'industrialisation sont liés selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'industrie manufacturière représente 10% du PIB continental, révèle des chiffres officiels. L'Afrique pourrait accroître sa production manufacturière de 322 milliards de dollars d'ici à 2025 en répondant à la demande intérieure croissante. Nous allons réellement proposer une étude élargie qui examinera de manière systématique la question du développement des chaînes de valeur. Un certain nombre de produits ont donc été identifiés, des questions relatives à l'agro-industrie, au transport, aux engrais, au ciment et à l'exploitation minière. Il s'agit là de quelques-uns des domaines clés dans lesquels il existe un énorme potentiel d'exploitation des opportunités de commerce et d'investissement. La transformation structurelle est présentée comme une nécessité afin de réduire certains effets néfastes de la mise en place de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, tels que l'augmentation des disparités de revenus et du chômage. En stimulant la croissance durable, la ZLECAf pourrait générer des gains de revenus allant jusqu'à 9% d'ici 2035 en réduisant les inégalités de revenus pour 50 millions de personnes. Pour l'Afrique, le problème est la population. La population est très grande. Pour que nous puissions garantir cela, et à l'heure actuelle, l'Afrique a le PIB par habitant le plus bas du monde. L'Afrique a le plus faible niveau de croissance économique. Donc, pour augmenter le PIB par habitant, nous avons besoin d'un niveau très élevé de croissance économique soutenue sur une période de 40 à 50 ans. Grâce au plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique et l'impact de la ZLECAf, la stimulation des exportations intra-africaines devrait atteindre environ 50 à 70 milliards de dollars d'ici 2025. Le continent a maintenu sa croissance avec une hausse de 3,9% de son PIB et une augmentation de 20,9% de son commerce de marchandises en 2022, au-dessus de la moyenne mondiale de 12%, selon un rapport d'Afreximbank. International a approuvé un décaissement d'environ 360 millions de dollars en faveur du Ghana à la suite de son approbation de la deuxième revue de l'accord de facilité élargie de crédit de 3 milliards de dollars sur 3 ans, acté depuis le mois de mai 2023. Rachel Missenga.
Le conseil d'administration du FMI a approuvé vendredi 28 juin 2024 la deuxième revue du programme de près de 3 milliards de dollars du Ghana, permettant ainsi les décaissements immédiats d'environ 360 millions de dollars selon un communiqué de l'institution. Cette nouvelle tranche vise à sortir les pays d'Afrique de l'Ouest de la crise économique à laquelle elle fait face. Les montants portent à 1,56 milliard de dollars le fonds reçu par les Ghana au titre du même programme du FMI. Cette stratégie des institutions internationales de Bretton Woods, entre autres, il s'agit pour ces institutions, au nom de grands pays capitalistes qui dirigent le monde, de maintenir le sous-développement de ces pays. Ces financements alloués par l'institution de Bretton Woods a été motivé par le progrès satisfaisant réalisé dans la restitution de la dette et la progression des réformes structurelles. Les fonds restent confiants que les autorités ghanéennes poursuivront leurs efforts en s'appuyant sur les réformes visant à renforcer la mobilisation des recettes et à rationaliser les dépenses non prioritaires tout en élargissant le programme de protection sociale pour atténuer l'impact de l'ajustement budgétaire sur les couches les plus vulnérables. Le Ghana connaît actuellement d'importantes difficultés financières qui se traduisent par une inflation élevée, une hausse rapide de prix des denrées alimentaires et de l'énergie et une dette extérieure considérable. Au début de l'année 2023, la dette extérieure du pays s'élevait à environ 30 milliards de dollars. Une autre manière de vous informer, mesdames, messieurs, c'est avec la revue de presse. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce lundi 1er juillet 2024, Géopolis Hebdo a titré « Félix Tshisekedi résolument décidé à défendre la patrie et à restaurer la paix ». C'était il y a 64 ans, le 30 juin 1960, la RDC a célébré son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion de la commémoration de cette journée, le président Félix Tshisekedi a affirmé son soutien indéfectible à la défense de la patrie. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaina, au village de Lubero, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, Nirangongo et Massissi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple, a déclaré le chef de l'État, tout en assurant sa détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Africa News titre « Sakombi Molendo veut parchever le dégazage du lac Kivu ». Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, a fait passer à la 3e réunion du Conseil de ministres, tenue vendredi à Kinshasa, le rapport relatif à l'état des lieux du projet de dégazage du golfe de Kabuno dans le lac Kivu, une des promesses fermes du président de la République aux populations de Goma et ses environs. Et les pistes proposées par Sakombi Molendo visent à résoudre de manière définitive cette problématique d'explosion gazeuse dans le golfe de Kabuno en faisant d'une pierre deux coups. Ce projet aura également l'avantage de sécuriser et rendre plus attractif Goma, ses environs et son écosystème, aujourd'hui sur la menace d'une éventuelle explosion gazeuse. Econews titre « Salton pour Daniel Bumba et Jacques Aboula ». La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, complétée par celle du 22 janvier 2013, la loi 13/008 est pourtant claire comme de l'eau de roche. Elle stipule, avant d'entrer en fonction, le gouverneur présente son programme de gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé par l'Assemblée provinciale, celui-ci investit les ministres. Dans le cas du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, afin d'ignorer la disposition de la loi numéro 13/08 qui stipule que nul ne peut poser des actes tels que créer un service public que quand il est investi par l'Assemblée provinciale, sans présumer des échanges qui s'annoncent houleux entre le VPM Chabani et ses hôtes des circonstances. La logique la plus élémentaire indique que la seule issue pour les deux gouverneurs est sans équivoque s'ils veulent obtenir l'investiture de leurs assemblées provinciales respectives. Rapporter les arrêtés de nomination de commissaires généraux. Fin de la revue de presse. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Place au rappel des titres. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu au cœur des échanges entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et les députés nationaux du Nord Kivu ce lundi 1er juillet. Les élus de cette province ont proposé des solutions au VPM afin de récupérer les localités occupées par le M23. Et puis en Afrique, l'industrie manufacturière représente
C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.